Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit avec plaisir Alain Oregan, artiste peintre. Donc cette semaine, on va un petit peu changer le format de l'émission puisque même si Alain est aussi un écrivain à ses heures, c'est principalement un peintre. Et notamment, on va parler d'un portfolio qui est sorti il y a quelques temps maintenant avec Alain. Donc, bonjour Alain. Bonjour. Donc, comme je le disais, vous êtes un peintre, principalement. Il paraît, oui. Mais l'écriture a toujours fait partie de votre vie aussi. Complètement, oui. Alors, dans ce portfolio que vous avez intitulé « Effroi », ce n'est pas vous qui écrivez les textes. Non, j'ai invité des gens que j'adore, qui sont des poètes qui ont une reconnaissance d'ailleurs, des gens comme Jean-Louis Le Zacmeur, Dominique Dumont, François Lebert et Georges Gernaud, je crois. Voilà, ce sont des gens qui sont intervenus dans ce portfolio. Et Jean-Marc Collet, bien sûr, l'éditeur que nous connaissons bien maintenant, qui est un homme extraordinaire. Mais ils sont tous extraordinaires. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ces gens-là. Moi, je suis peintre, évidemment, depuis 50, 60 ans peut-être, puisque j'ai commencé à 13 ans la peinture, sans savoir qu'un jour je deviendrais peintre, voilà. Puisque mon destin n'était pas écrit de cette manière-là. En réalité, je suis venu à Rennes à 18 ans pour faire du football professionnel. Alors, je ne veux pas vous raconter ma vie de sportif, qui a été très bref, parce que je suis arrivé au Stade Rennais donc à 17 ans et demi, 18 ans. J'ai fait une mi-temps avec cette équipe, et puis j'étais j'avais rencontré Robert Jonquet, qui était le capitaine de l'équipe de France de l'époque, et qui trouvait en moi un espoir du football français, c'est peu dire, hein, quand même. Et donc un jour, il était à l'époque entraîneur du Racing Club de Strasbourg, il vient à Rennes pour jouer contre le Stade Rennais, et il me rencontre, il me dit « Ça va, tu es content à Rennes ?» Moi, je dis non, j'ai arrêté. Voilà. C'est vrai que j'avais pas été bien. Je n'étais pas très, très, très bien dans cette place. Donc, il me convoque pour 6 mois, dans les 6 mois qui venaient. Et me dit écoute, tu vas te préparer, viens me retrouver à Strasbourg. Je le retrouve à Strasbourg, on se rencontre. Il me dit écoute, ça tombe bien, tu joues demain après-midi à Wissembourg avec nous. Je joue à Wissembourg. Et ce jour-là, écoutez, c'est la première fois de ma vie, j'ai donné des autographes à tous les gamins. J'avais marqué 2 buts splendides, dont je me souviens plus d'ailleurs la manière dont je les ai marqués. J'oublie beaucoup de choses. Mais c'était une espèce de gloire très, très éphémère, puisque quelque temps après, je partais au service militaire, et j'ai fait une maladie très grave qu'on appelle la tuberculose rénale. Donc cette carrière de sportif était terminée. Ça a été dans ma tête quelque chose d'assez pénible. Le football était un rêve. Et voilà, je suis devenu peintre parce que je peignais déjà, sans savoir qu'un jour, évidemment, j'aurais cette production assez importante que j'ai maintenant. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Le sport et l'art sont des choses qui sont en moi complètement, dans cette énergie, cette transcendance que chaque discipline doit apporter. Je pense que c'est une espèce de désir de beau, désir d'absolu. Voilà, gravir les sommets des montagnes, marquer un but, gagner pour soi, gagner sa vie, c'est pareil tout ça. Et pourtant, le lien n'est pas forcément naturel au départ entre un footballeur et un peintre. Non. Dans le geste,
dans les gestes. Par Le contre, mouvement, on retrouve le mouvement, on retrouve le rythme. La transcendance dont je parlais tout à l'heure, c'est une évidence. Aller toujours plus loin, plus haut, évidemment. C'est toujours ça, le sport. Et c'est une... Et sans cesse recommencer. Et sans cesse recommencer. Ne jamais ne regarder se chatouiller le nombril parce que vous avez marqué 2 buts dimanche dernier. En fin de compte, il faudra en marquer 3 peut-être dimanche prochain. Et d'une toile à l'autre, maintenant, c'est un peu ce qui se passe dans ma tête. C'est gagner, gagner, toujours gagner. Une fois qu'une toile est finie... Une fois qu'une toile est finie, quand on pense qu'elle est finie, c'est un sujet un peu particulier, c'est vrai. Mais c'est toujours l'autre après qui compte. C'est celle qu'on est en train de faire qui compte. Voilà. C'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement. Et chaque recommencement. Nouvelle toile, c'est comme chaque nouveau match. Il faut repartir à zéro. Quoi. On repart à zéro. Voilà, on repart pour 90 minutes. Et la peinture, c'est pour la vie. C'est ça qui est étonnant. On est entraîné continuellement, quoi. Et comme on n'y arrive jamais ou très très rarement, en fin de compte, je pense, c'est ça qui est extraordinaire. Au fond, les surréalistes disaient quelque chose d'intéressant. On n'y arrive jamais, quoi. On n'y arrive jamais. Et ça permet de poursuivre. Et de continuer. Et bien sûr. De continuer oui, sans cesse. Oui. Alors, dans ce portfolio qui s'appelle Effroi, alors vous allez nous expliquer un petit peu ce qui a poussé. Mais par contre, il y a quelque chose que vous dites et que je trouve très très beau. Peindre, c'est donner des yeux à la mémoire du temps. Et on a l'impression que ce portfolio, c'est le plus bel exemple de vouloir donner des yeux à la mémoire du temps. Complètement. De par son thème. Si vous voulez, qu'est-ce qui nous pousse à peindre, à travailler sur des sujets, des thèmes qui vous... En fin de compte, c'est cette folie des hommes de faire la guerre, de voir les atrocités qu'on a vues depuis des années, mais depuis des millénaires. Comment se fait-il que l'homme se comporte de cette manière ? Ça me fout en l'air, moi, vous savez, comme beaucoup de gens, je suppose. Ça me fout en l'air. Et à un moment donné, alors que je pense être quand même un coloriste, je suis un homme qui utopise, je suis un homme qui contemple. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais faire un truc là-dessus. Pendant 6 mois, je me suis mis à travailler dans mon atelier en noir et blanc. Et c'est ce qui a donné lieu à ce portfolio, où il y a toutes les planches que j'ai faites, des peintures. Il y a dû y avoir entre 24 et 25 travaux en noir et blanc sur, évidemment, les choses qui se sont passées, mais pas d'une manière historique, pas d'une manière documentaire. Pour moi, le Ku Klux Klan, les atrocités que on a vues en France et que l'on voit encore, tuer un professeur, tuer un pauvre curé de campagne, c'est atroce, tuer des enfants. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde, quoi ? On n'a pas encore compris en 2020, on n'a pas encore compris ce qui se passe. Mais bon sang, vous allez tous mourir de temps en temps, profiter de votre vie pour la vivre jusqu'au bout. Voilà, c'est toutes ces notions qui m'ont amené à faire ce travail, mais pas tout seul. Comme j'ai des très bons amis poètes, écrivains, ils sont Dominique Dumont, Jean-Louis Zuckmer, Jean-Marc Collet, et puis maintenant j'ai aussi des nouveaux amis qui sont 2 jeunes gens extraordinaires, Anne et Laurent Massard, qui écrivent des choses magnifiques. Écoutez, j'ai cette chance de les rencontrer, et donc je les ai invités, pas Anne et Laurent Massard, mais ça viendra peut-être. Les auditeurs les connaissent, puisqu'on a fait plusieurs émissions ensemble. Donc j'ai cette chance d'avoir affaire à moi... sont plus des sportifs, sont des écrivains et des poètes. Donc c'est une chance pour moi extraordinaire. Et donc je les ai fait intervenir dans ce portfolio, et il y a des textes absolument superbes, somptueux, dont je suis extrêmement fier. Je suis très fier que ce portfolio ait paru, c'est vrai. Donc, portfolio, donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas comment il se présente, c'est toutes vos planches. Alors, ce sont les planches, toutes mes peintures qui ont été faites, si vous voulez, qui sont insérées. Donc ce sont des pages volantes, on va dire, quoi. Voilà, et avec des textes. Voilà, avec les textes de mes amis, Dominique, Jean-Louis, etc. Et vraiment, c'est un très beau cadeau que je me suis fait. Voilà. Et que vous nous faites. Ouais. Alors, effectivement, il porte bien son nom. Vous l'avez appelé Effroi.
quand on regarde ces peintures, on ne peut que ressentir l'effroi, l'horreur que vous ressentez par rapport à la guerre. Complètement. Parce que c'est pas, on sent bien que la peinture n'est pas là, il n'y a pas de fascination, au contraire, vous le dites, l'art est là pour dénoncer et raconter. Oui. Et ces peintures dénoncent. Alors vous avez une façon de le faire, déjà par la couleur, j'imagine. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a effectivement est-ce que pour vous, la guerre, ça relève de l'animalité ? Est-ce que c'est l'instinct primaire chez l'homme qui ressort ? Et que c'est pour ça que dans vos toiles, vous ne pouvez pas faire autrement que d'y mettre cet instinct animal. J'ai inventé un mot qui va vous signifier un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que nous sommes des humammifères. Humammifères. Je pense même que cette notion d'humammifère fait qu'en réalité, les plus grandes choses qui ont été faites de par le monde, par l'homme, c'est pour oublier le mammifère que nous sommes. Je pense que Notre-Dame de Paris, la Sainte-Chapelle, toutes les choses extraordinaires qui ont été faites par les hommes depuis la nuit des temps, en fin de compte. C'est un peu pour tenir debout, pour se faire croire que nous sommes des hommes aussi. Voilà. Je pense que... Mais en chaque homme, il y a un animal qui veille et qui peut ressortir. Mais qu'il ne faut pas ignorer. C'est-à-dire que dans l'humammifère, je pense que si nous n'étions que des mammifères, au fond, nous ne ferions pas toutes ces grandes choses. Ça, c'est une évidence. C'est l'homme qui fait les grandes choses. Même si les oiseaux font des nids magnifiques, je veux dire ils ne font que ça. Nous, il y a une diversité de la beauté qui est quand même exceptionnelle. Hein, dans l'architecture, dans la peinture, dans l'écrit. Donc ça, c'est l'humain qui le fait. Mais je pense que l'humain, justement, il a accepté ce mammifère qui est en lui et en même temps à le dépasser. Voilà, je crois que c'est ça. Et alors, c'est pour ça que dans vos toiles, on trouve très très souvent, caché, parfois tout petit, une colombe, une oie blanche. Ah, complètement. C'est comme s'il y avait cette once d'humanité qui complètement. Qui ressurgissait toujours. Oui, alors je pense que l'utopiste que je suis, encore une fois, ne peut pas être dans le drame tout le temps. Encore une fois, je suis un coloriste. Ces travaux ont été faits pendant 6 mois de ma vie, c'est rien du tout. Voilà. Le noir et blanc m'a aussi apporté quelque chose, il faut le dire. Je pense que lorsqu'on travaille en noir et blanc, la forme s'inscrit d'une manière peut-être un peu plus rapide qu'avec la couleur. La compréhension de la forme. Et donc, de temps en temps encore, je prends aussi du noir, je travaille, j'adore travailler le dessin, évidemment avec des crayons calligraphiques, des choses comme ça. C'est un des outils que j'adore. Voilà, mais je n'en suis pas resté là, je suis revenu à la couleur après ça, ouais, c'est vrai, hein, j'ai besoin. Il faut croire en la vie, il faut croire en la lumière. Vous savez, je descendais pour venir vous voir ce matin, et il y avait une lumière absolument extraordinaire, le soleil se levait, et il y avait des espaces d'ombre et de lumière, et je disais que c'était extraordinaire. Oui, je connais cette route, hein, entre Becherel et Montfort, évidemment. Mais je trouve que si on sait regarder, on va être amoureux. Et si on est amoureux, on va respecter. Je pense qu'on voudrait apprendre ça aux enfants. Contempler, regarder, écouter. Mais écouter, scruter, observer. Non pas d'une manière comme ça, rapide. Regardez la beauté du monde. Vous allez être enrichi, hein. J'en suis sûr. Donc ce portfolio regroupe des différentes peintures que vous avez vous avez peint. Oui. Enfin, même si on peut dire que la peinture, c'est une écriture picturale, pourquoi pas. Complètement. Sur 6 mois, donc, ça veut dire que chaque jour, le sombre, parfois, était plus présent que la lumière, en fonction de vos émotions, en fonction de vos humeurs. Parce que dans certaines peintures, il y a une dominance de blanc. Donc on se dit, tiens, aujourd'hui, bon, il y a un peu plus de lumière dans vos émotions. Et parfois, il y a
Parfois c'est très gris et parfois c'est... Alors, chez moi, il faut savoir que l'effroi vécu à certains moments n'est pas du désespoir. Voilà, je crois toujours, justement, le matin, vous voyez, vous regardez la lumière du soleil, moi je suis un homme heureux. Hein. Ah bah oui, il se lève tous les matins, on a du pot, quoi. Pourvu que ça continue, quoi, qu'on casse pas tout ça. C'est magnifique. Non, mais je suis très heureux parce que les saisons reviennent. Je n'aime pas particulièrement l'hiver. Hein. J'avoue que c'est l'automne encore en ce moment. Mes périodes, mes saisons préférées, c'est plutôt le printemps, l'été. Voilà, quand les jours sont longs. Un peu tristouné en ce moment, là, à 5h, 5h30, vous sentez la nuit qui arrive. La nuit n'est pas beaucoup porteur pour moi. C'est pas porteur. Moi, c'est la lumière que je cherche. Et alors pourtant, un homme politique comme Georges Mandel disait qu'il fallait aimer la nuit parce qu'elle nous permettait de mieux vivre le jour qui allait suivre. Bah oui, c'est toujours par rapport à des contrastes très forts, d'ailleurs. Évidemment, quoi. Ouais. Donc, la nuit peut avoir ses bienfaits. C'est aussi un temps de récupération. Non, mais moi, je dors, ça fait du bien, hein, tant que possible, quoi. Ouais. Et dans vos peintures, il y a aussi... alors, je voulais savoir, comment vous faites le choix des animaux que vous allez peindre? Est-ce que ce sont des symboles? Est-ce que des fois il y a des lions? Il y a un taureau qui revient souvent. Ah oui, alors c'est pour ça, on m'a dit... les gens qui voient... Parce que j'ai des grands formats d'1,30 m à peu près au carré, quelques 3 ou 4 grands formats comme ça sur ce thème. Il y a souvent une bête qui arrive, un taureau, moi je veux bien le Minotaure si vous voulez. Et les gens ont fait des rapprochements avec Guernica. Bah oui, Guernica, de Picasso, fait par rapport à la guerre d'Espagne, qui est un magnifique travail. C'est exceptionnel. Picasso, on aura peut-être l'occasion de reparler. C'est quand même fabuleux. Eh ben, écoutez, il s'agit du noir et blanc, comme moi, oui, évidemment, ou moi comme lui. et en même temps, il s'agit du même sujet, la guerre. Donc, vous pouvez faire cette relation, je veux bien, mais ça n'a absolument rien à voir avec Guernica. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, Guernica, c'est un fait historique. Moi, je n'ai aucune historicité dans mon travail, aucune chose documentaire. Les choses se mélangent. C'est peut-être la difficulté de la compréhension. C'est-à-dire que dans un format, je peux parler de plusieurs choses en même temps. C'est une chance. Et pourtant, il y a eu un élément déclencheur. Ah ben bien sûr, l'élément déclencheur, c'est la chose effrayante de certains moments de la vie dans nos sociétés, évidemment, quoi. Mais aussi des choses plus avant. Hein. Je dis, il y a quelquefois les personnages qui représentent le Ku Klux Klan, avec, vous savez, ces voiles blancs partout. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Mais je mélange ça. Mais vous êtes quand même parti de l'année... 2015. Alors, je raconte toujours ça. C'est-à-dire, quand j'avais 13-14 ans, évidemment, je ne m'occupais pas de politique et tout, mais il se trouve qu'il y avait une guerre et une bataille très importante qui se déclenchait en Indochine. Ça s'appelait Dien Bien Phu, où l'armée française a été complètement bouleversée par l'ennemi de l'époque. Et ça, tous les soirs, quand je rentrais de l'école, la radio, je mettais et j'entendais. Les forces françaises ont perdu tant de morts, etc. C'était très peu. Hein. L'ennemi, beaucoup plus. Ce qui était complètement faux, quoi. Et donc j'étais marqué par ça, mais j'étais marqué par la guerre, par pourquoi les hommes font la guerre, quoi. Moi, on m'avait appris à l'école le beau, on m'a appris l'amour, la compassion, l'exemplarité des choses. Et d'un seul coup, là, très loin, mais des Français se battent. Mais pourquoi ils se battent, quoi? Donc, ça a été là le premier déclic. Hein. Mais après, je n'oserais pas m'aventurer dans des dates, des pays où la guerre a eu lieu. Mais j'ai l'impression que depuis que je suis né, c'est-à-dire il y a 79 ans, en réalité, j'entends tout le temps cela. Je trouve ça... toujours quelque part. Toujours quelque part. Vous savez... Un pays en guerre. Il vient d'y avoir dans l'actualité là, un grand savant iranien qui vient de se faire assassiner. D'un seul coup, l'ennemi, c'est Israël. Et c'est possible d'ailleurs. Hein, et les États-Unis. Donc on est toujours comme ça, dans un esprit guerrier, au lieu de se parler, au lieu de dialoguer, au lieu de... C'est l'horreur. C'est l'horreur quand même, quoi. Je ne vous parle pas de la Syrie et de l'Irak, je ne vous parle pas des atrocités en France.
tout ou ça. Ou en Alors, ça Afrique. revient. Alors, Oregon, il reste pas là-dedans tout le temps. Hein. Heureusement, parce que. Oui, parce que sinon écoutez, il va sombrer. quoi. Ouais, moi, non, c'est. Bon, mais on va pas parler des migrants non plus, vous comprenez, je fais plein de choses là-dessus aussi. Vous avez souvent des bateaux dans mon travail Oui. avec des gens qui rament. Hein. Voilà. Hein. On rame tous dans la vie, on est là pour ramer. Hein. Ouais, mais il y en a qui rament encore plus difficilement que nous. Ouais. Bon, eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Hein. On va continuer de ramer jusqu'à demain. Et puis en attendant, on va laisser place à la lecture de quelques textes de vos amis peintres. Ah, complètement, oui. Et on se retrouve demain pour... De mes amis poètes. De vos amis poètes. Oui, j'ai dit peintres. Oui. Un lapsus. C'est pareil, on est tous très proches. Vos amis artistes, alors on va dire. Et on se retrouve demain pour poursuivre, puisque nous avons toute la semaine ensemble, pour poursuivre l'exploration de votre peinture entremêlée avec votre parcours et de vos rencontres. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Hein. Merci bien. À demain. À demain. Effroi. L'homme tue comme il respire. Exilés dans ces amas de béton et de pierre qu'ils appellent leur ville, saturés de gaz toxiques et de lumière trop vive, soumis au régime du bruit, aux stimuli incessants de la dynamo, d'un cœur malade d'asphyxie. Trop nombreux pour être quelqu'un, et pas encore assez savants pour exiler leur soif sur d'autres planètes. Le bruit sourd des balles tirées au hasard file à leur poursuite dans la nuit stérile, fouillant l'air à chaque instant en espérant trouver la chair tendre de l'innocent. Un enfant, une femme, un vieil homme, ou le premier venu pourvu qu'il soit dénué d'arrière-pensée. C'est le sang, les cris, la peur qu'ils veulent partout répandre pour éclabousser l'histoire avec leurs armes. La dernière née des religions, l'invention du crime éternel, l'homme en cage loue la grandeur de Dieu, son néant. Le temps d'une vie, sans cœur et sans courage, prisonnier sous la voûte étroite d'un crâne surchauffé. L'homme tue comme il respire, comme un chien hurle au fond d'une impasse. Et chacun de ces crimes est une occasion de rire perdu. Une chanson d'amour qui n'aura jamais lieu. Une rencontre qui ne s'est pas faite. Un désir de vivre fourvoyé, un appel au secours sans écho. Un sourire, une conscience, un rêve qui n'auront jamais éclos, jamais vu le jour. L'homme tue comme il respire dans la nuit des pierres. Et chacun de ses pas sème le désert et la désolation. Et chacune de ses paroles célèbre l'assomption d'une médiocrité reprise en chœur par les vivants en sursis, les vivants dont les pourquoi s'épuisent et meurent avant de trouver une seule réponse. Dominique Dumont. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.